Merci d'être là. Ça marche? Ça marche pas? Non. Là, ça marche? Oui. Ouais. Ah. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Donc, je voulais faire une annonce pour le mois prochain. Ça devait être mardi prochain, le 5 mars. La conférence est annulée pour des raisons de santé. Elle ne peut pas venir à la conférencière. Donc, à la place, on va faire une assemblée générale. Donc, si vous voulez venir participer à l'assemblée générale, ce sera à la même heure, mardi 5 mars à 20h30. Vous êtes les bienvenus. Et si vous avez envie de participer à l'élaboration des prochaines conférences de la saison 2024-2025, on va commencer à s'occuper de la programmation. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et là, je suis contente d'avoir votre chère conférence. Attends, Véronique. Ça y est, c'est bon, Michel. C'est pas moi. Eh bien, merci beaucoup de votre présence et surtout de votre fidélité. On va continuer le voyage dans la peinture du 19e siècle en s'arrêtant sur l'année 1853 et en faisant un petit saut vers Barbizon. C'est pas très loin d'ici. Je vais donc vous expliquer un petit peu cette école dite Barbizon. Mais avant, je commence comme toujours par l'événement phare de l'année 1853 concernant l'art, c'est toujours le Salon parisien. Je continuerai donc par expliquer l'école de Barbizon et je finirai par Camille Corot, qui, même s'il ne fait pas partie officiellement de l'école de Barbizon, c'est le peintre le plus ancien qui a toujours, comme je vous expliquerai, qui est toujours allé régulièrement et même tous les ans en forêt de Fontainebleau. Donc on le considère aussi quand même faisant partie de l'école de Barbizon, même si c'est une génération presque avant tous les grands peintres de l'école de Barbizon. Je commence donc par le Salon parisien. C'est le premier salon du Second Empire, en 1853, donc avec Napoléon III, qui vraiment, à l'image de son oncle Napoléon Ier, veut absolument faire de Paris la capitale des arts. Donc, il sera présent à chaque salon du Second Empire, et ce salon commence au 15 mai jusqu'au 15 juillet, dans un endroit tout à fait nouveau, puisque pendant toute la première partie du 19e siècle, le salon a eu lieu au Louvre, puis est passé par les Tuileries. Les Tuileries, c'était pas du tout adapté au niveau de la lumière, donc ils ont trouvé l'hôtel des menus plaisirs, et puis très vite, le salon continuera dans le palais de l'industrie qu'ils vont construire pour l'exposition universelle de 1855. Donc cet hôtel, il a été démoli, donc on ne peut plus le voir. Il y a eu 1064 exposants à ce salon, 1772 œuvres exposées, environ 1200 tableaux. C'est le salon de la famille Bonheur. Donc j'avais présenté ici même Rosa Bonheur. C'est le salon où la famille Bonheur a occupé toute une page, pas d'un catalogue, puisqu'à l'époque on appelait ça les livrets, du livret du salon. Donc la famille Bonheur, le grand frère Auguste, 3 tableaux de paysage du Cantal, Isidore, qui s'est spécialisé dans la sculpture, a présenté des sculptures animalières, Juliette, la petite sœur, une nature morte, et bien sûr 2 tableaux de Rosa Bonheur, dont ce fameux Marché aux chevaux. Je vous avais raconté toute l'histoire, on peut dire merveilleuse, de ce grand tableau Marché aux chevaux. Mais il y a eu aussi en 1853, de nouveau un scandale avec Courbet, comme j'avais expliqué le mois dernier avec ce tableau-là, le grand scandale de 1850. Et bien là, en 1853, on a de nouveau un scandale avec les baigneuses, unanimement attaquées par la critique et par le public, j'aurais pu rajouter, pour la nature négligée de la scène. Le caractère massif du nu est en opposition
avec les canons officiels. Le peintre s'est servi de photographie en exagérant les formes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment cette photographie-là, mais il se peut qu'il ait pris cette photographie, mais vous voyez bien qu'il a exagérément les formes, il les a exagérées. Ce tableau a été acheté par le collectionneur et ami de Courbet, Alfred Bruyas. C'est cet homme-là, ce mécène, qui va lui permettre, d'une part, comme j'ai dit, de devenir indépendant financièrement et artistiquement, mais surtout pour l'exposition dans 2 ans, en 1855, l'exposition universelle. Vous savez que Courbet a présenté des œuvres au salon officiel. Il y a des œuvres qui ont été acceptées, je crois 11 de mémoire, mais les 2 grands tableaux qui sont l'enterrement à Ornans et l'atelier du peintre, les 2 grands tableaux du musée d'Orsay, eh bien, ont été refusés, parce qu'ils étaient trop grands, on lui a dit. Mais donc, il a fait construire un pavillon du réalisme à côté de cette exposition universelle, et donc c'est cet Alfred Bruyas qui a payé donc, ce pavillon. Il y avait bien sûr aussi des peintures plutôt académiques, romantiques, avec Gérôme par exemple, avec Bouguereau, avec Chassériau et puis Delacroix. Mais si j'ai choisi cette année-là, 1853, c'est parce qu'il y avait beaucoup j'ai noté ça, de Barbizon au salon. Les artistes au champ, depuis que le chemin de fer met Melun à 1h30 seulement de Paris, c'est la ruée des peintres vers Barbizon, un petit village d'éleveurs et de vendeurs de bois à l'orée de la forêt des Fontaines. Installés à l'auberge Gannes, qui leur assure le vivre et le couvert pour une somme modique, ou dans les maisons qu'ils louent à l'année. Il y a des peintres qui nous louaient des maisons à l'année, et il y en a après qui m'ont acheté. Ils s'y adonnent aux joies du plein air. Ils s'appellent Rousseau, Millet, Diaz. Alors moi je dis Millet, parce que partout on parle de Millet, forcément, dans la langue française, mais paraît-il que sa maman, donc la maman du peintre, avait dit que nous on est des Millets. Ils habitaient, vous savez, dans le Cotentin, et donc on dit Millet là-bas, donc je continue donc de l'appeler Millet, Jean-François Millet. Diaz et puis Corot, leur aîné, qui est souvent de passage, donc comme je vous ai dit, en forêt de Fontainebleau. Alors vous voyez, j'ai mis tous les peintres dits de Barbizon, de l'école de Barbizon, donc avec Corot le plus grand là, et puis Daubigny. Alors Daubigny, ils sont tous à peu près du même âge, ils sont tous nés dans les années 1810, entre 1810 et 1820. Donc Daubigny fait partie de l'école dite de Barbizon, mais en fait, c'est un peintre plutôt de l'eau, plutôt que de la forêt. La preuve, à Auvers-sur-Oise, il y a Van Gogh, c'est mondialement connu, mais il y a aussi Daubigny, qui a sa maison-atelier. Si vous ne connaissez pas la maison-atelier de Daubigny, il faut absolument que vous y alliez un jour. C'est vraiment une maison-atelier de toute beauté, où les pièces sont peintes par les enfants d'Aubigny, mais aussi par Corot. Enfin, Corot, il n'a pas peint, il était trop âgé, mais il a fait toutes les maquettes, enfin pas les maquettes, mais comment on peut dire, en couture, on appelle ça les patrons. Voilà, c'est ce que je cherchais. Les patrons. En fait, il a fait les patrons, et après, il y a des peintres qui ont fait. Mais allez-y, la maison-atelier de Daubigny, c'est de toute beauté. Et en plus, il y a le musée d'Aubigny, c'est un petit musée municipal qui est tout proche de la chambre de Van Gogh, mais vraiment tout proche, c'est à 50 mètres. Et c'est un petit musée qui font tous les ans des petites expositions de toute beauté. Donc Daubigny, c'est donc il fait partie de cette école de Barbizon parce que c'est la même génération, mais il est plutôt un peintre de l'eau par rapport à la forêt de Rousseau, etc., ou de Dupré. Alors Théodore Rousseau, c'est vraiment le maître de cette école de Barbizon. Jean-François Millet, j'en parlerai tout à l'heure, Jules Dupré aussi.
Constant Troyon, je ne vais pas en parler, mais c'est plutôt un animalier, parce qu'il faut savoir qu'à Barbizon, bon, bien sûr, on pense à la forêt tout de suite, mais donc il y a les peintres de la forêt, il y a les peintres animaliers, et puis il y a les peintres de la vie agricole, et donc on peut placer Millet dans ce cas, les peintres de la plaine aussi, on dit. Karl Böhmer, alors oui, c'est un Suisse qui est venu à Paris, qui a fait des études d'art à Paris, et qui a été naturalisé français après, et il a vécu plusieurs années à Barbizon. Il y avait même un arbre qui s'appelait le Böhmer, parce qu'il avait l'habitude de peindre souvent cet arbre-là. Bon, il paraît qu'on ne peut plus le trouver parce qu'il a été détruit par la foudre. Ferdinand Chéniaud, c'est aussi un peintre qui a habité longtemps à Barbizon, qui est enterré à Chagny-en-Bière, comme Rousseau et comme qu'est-ce que je vais dire, comme j'ai oublié Rousseau et Millet, oui, ils sont enterrés tous au cimetière de Chagny-en-Bière. Et Ferdinand Chéniaud, si vous allez à Barbizon, vous pouvez demander, si vous allez à la mairie, vous pouvez demander gentiment, moi à chaque fois ils m'ont laissé faire, donc gentiment vous demandez à voir la salle dite de mariage ou la salle du conseil municipal, ça doit être la même chose. Et là, il y a un très très grand tableau qui occupe tout un mur, très grand tableau, de ce Ferdinand Chéniaud avec les brebis, et les brebis et les moutons, il peignait les animaux, un maître animalier. Eugène Lavielle, qui est aussi un peintre qu'on connaît très peu, mais qui a fait des paysages de toute beauté. Un des paysages de neige de Barbizon sous la neige, c'est un très très beau tableau. Et Louis Français, alors lui on le connaît encore moins, on connaît peu cet homme-là, et pourtant ça a été le premier paysagiste à rentrer à l'Académie. Louis Français. Mais je ne parlerai pas de tout le monde parce que ça fait... Et au Salon 53, donc une nouvelle école est en train de naître, l'école de Barbizon. Et donc je vais vous présenter maintenant cette école dite de Barbizon. J'ai pris une phrase pour commencer, qui est de Van Gogh, qui n'est pas de l'école de Barbizon, mais songe à Barbizon. Vous savez, il a beaucoup écrit à son frère, songe à Barbizon, cette histoire est sublime. C'est le pays qui les a formés. Je trouvais cette belle phrase pour commencer, vous parler de l'école de Barbizon. En fait, c'est un mouvement artistique pictural, l'école de Barbizon. C'est vraiment la peinture. Il n'y a pas sculpture ni rien, c'est la peinture. Les historiens aiment toujours donner des dates, et donc, en gros, c'est entre 1830 et 1870. C'est né dans le contexte du mouvement romantique, qui domine toute la première moitié du XIXe siècle. Il a été longtemps décrié pour son audace et son rejet des conventions. Il connaît sa consécration après la Révolution de 1848 et au cours des années 50 et 60. Donc on est là, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, on est au milieu du XIXe siècle, c'est donc le réalisme. Et donc il s'inscrit à cheval entre le romantisme et le réalisme. J'ai mis cette carte pour montrer en vert foncé, on voit bien la forêt de Fontainebleau. On voit bien que Fontainebleau est pris dans cette forêt. Vous savez, c'est une forêt royale. Les rois, etc., allaient chasser dans cette forêt. On voit bien que Barbizon se trouve justement à la lisière de cette forêt. Donc, d'un côté du village de Barbizon, il y a la forêt, et de l'autre côté, au bout de la rue, il y a les champs vers, justement, Chagny-en-Bière, comme j'ai mis dans la diapositive. Donc, cette école de Barbizon, elle tire bien son nom de ce village de Barbizon, qui n'était pas une commune à cette époque-là, c'était juste un lieu-dit, un rameau de la Chagny-en-Bière. Ce nom a été inventé non pas par un Français, il a été inventé par un critique d'art britannique qui s'appelle David Cole Thompson. Tout à la fin du siècle, donc en 1891, il a inventé ce terme de Barbizon School.
parce que lui-même était directeur de la succursale de Goupil à Londres. Goupil, c'est un marchand d'estampes, un très grand marchand, très connu tout au long du XIXe siècle. Et donc, il était lui-même directeur et il avait beaucoup d'œuvres de paysagistes. Et donc, il a inventé, en fait, pour vendre mieux, il a inventé un terme, Barbizon School. Et donc, c'était un leader dans le monde de la gravure et en particulier du commerce des paysages. En fait, les peintres ne sont pas venus qu'au XIXe siècle en forêt de Fontainebleau. J'en ai pris un, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres des noms. J'ai pris ce peintre Lazare Volandais qui, au salon de 1791, donc c'était le premier salon après la Révolution française de 1789, salon libre, c'est-à-dire ouvert à tous, les académiciens. Vous savez que jusqu'à la Révolution, ne participaient au salon que les peintres académiciens. Là, c'était ouvert à tout le monde, donc c'est pour ça qu'il a pu présenter son tableau, français et étrangers, académiciens ou non. Et donc il a présenté ce tableau, et vous voyez, c'est une vue prise dans la forêt de Fontainebleau. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des peintres qui allaient faire des esquisses et préparer leur tableau dans l'atelier. Et Camille Corot, comme je vous ai dit, Camille Corot, c'est le premier à se rendre régulièrement dans la forêt de Fontainebleau. Mais j'expliquerai plus longuement tout à l'heure quand je parlerai de Camille Corot. Pour les académiciens de l'Institut, bien sûr, le paysage n'est qu'un genre mineur. Ce ne sera jamais de la grande peinture. Le travail d'un peintre, c'est de créer une beauté idéale qui n'existe pas dans la nature. Donc tout ça, c'est des propos. Raphaël, Poussin, David, Ingres, voilà de grands peintres de l'idéal. Et puis je termine par un paysage, c'est tout de plus un décor, ce n'est pas un sujet. Donc, tous ces peintres qui vont aller en forêt de Fontainebleau et faire du paysage pur, vous allez comprendre, eh bien, c'est un genre vraiment mineur, c'est pas un genre défendu, bien sûr, par les académiciens. Nous aspirons à autre chose. Nous étions quelques jeunes naïvement épris de liberté. Nous en avions assez de la grande peinture, la copie de plaques antiques dans la lumière morne de l'atelier. Et donc, il y en a un qui a... Mais j'ai oublié de noter qui a dit ça, mais bon. Allons du côté de Fontainebleau, Diaz m'en a parlé. Narcisse Diaz de la Peña, c'est un peintre aussi fondateur de cette école, avec Rousseau. Et donc, Diaz, de Paris, dit aux peintres d'aller à Barbizon. Et pour aller à Barbizon, eh bien, pendant la première moitié du XIXe siècle, il n'y avait qu'une solution. C'était de prendre la diligence à Paris ou la malle-poste et de s'arrêter à Chalon-Bière. Et ceux qui avaient l'habitude de faire le parcours Paris vers l'Italie passaient de toute façon par Chalon-Bière. Donc ils connaissaient cet endroit-là, hein, les peintres. Et de Chalon-Bière, bien sûr, de faire les 12 km restants pour aller à Barbizon. Ça, c'est pour la première partie, la première moitié du XIXe siècle. Mais à la deuxième moitié du XIXe siècle, le train est arrivé à Melun. Donc on pouvait prendre le train jusqu'à Melun, et là, 1h30, Paris-Melun, 1h30, et là, on pouvait prendre la Patache, que j'ai mis en photo ici, on voit bien, c'est écrit Barbizon, jusqu'à Barbizon. Donc on allait plus vite à Barbizon en deuxième moitié du XIXe siècle, et alors tout à la fin du XIXe siècle, eh bien, on pouvait aller donc en train jusqu'à Melun, et puis après prendre le taco de Barbizon. Ça, c'est pas très connu. Le taco de Barbizon, on le voit sur la photo à droite, ici. C'est comme un tramway qui allait donc de Melun jusqu'à Barbizon et qui traversait toute la grande rue de Barbizon à cette époque-là. Et vous voyez, ça a duré à peu près une quarantaine d'années avant que ça soit supprimé, puisqu'après, il y avait l'automobile. Donc, il n'y avait plus besoin de... Et avant de s'installer à Barbizon, comme on fait justement Théodore Rousseau, qui a vécu 20 ans, et qui est mort donc à Barbizon, Jean-François Millet, qui a vécu, lui, pendant 26 ans, et bien de très nombreux peintres, comme j'ai dit, ont fréquenté cette auberge Cannes, que j'ai mis en fond ici,
depuis 1834, qui est devenu depuis 1995 le musée des peintres de Barbizon, et qui existe toujours, bien sûr. Alors, l'auberge-Cannes, on retrouve plein de choses sur cette auberge dans un roman des frères Goncourt, Manette Salomon. Tous les jeunes peintres doivent faire ce saint pèlerinage à la Mecque de la peinture moderne. J'ai pris d'autres citations qui ne sont pas des frères Goncourt, mais je trouvais qu'elle était belle. C'est la naissance d'une nouvelle académie, l'Académie des Beaux-Arts de Barbizon. C'est tellement beau que je l'ai mis. Et puis, ainsi, Barbizon, colonisé par les peintres de paysage, ce village est presque une succursale de l'école de Rome, dont l'auberge-Cannes peut passer pour la Villa Médicis. Hein, vous savez, le Grand Prix de Rome, ça permettait aux étudiants de partir aux frais de l'État pendant 4 ans pour parfaire leur formation. Ils allaient donc à la Villa Médicis pendant 4 ans, et donc cette citation prouve que voilà, l'auberge-Cannes aurait pu être la Villa Médicis de Barbizon. J'ai extrait de ce livre, Le Vieux Barbizon, qui a été écrit donc au début du XXe siècle, en 1907, mais il a été écrit par quelqu'un qui a bien connu cette époque-là, et qui lui-même, donc c'est Georges Gassy, qui est lui-même peintre, paysagiste, qui est un ami de Millet, de Rousseau et de Jacques, Charles Jacques, je vais en parler tout à l'heure, qui a exposé donc, au salon régulièrement de 1957 à 1990, et qui a enterré lui aussi, comme Rousseau et comme Millet, enterré à Chalon-Pierre. Et ce peintre, donc, vous voyez qu'il a peint la maison vue de derrière, vue des champs. La maison se trouve dans la rue principale, mais là il a pris de derrière. Et donc il avait fait ce tableau, mais il a surtout, j'en ai extrait de cet ouvrage ceci, ils sont nombreux, ceux qui égayèrent ce séjour classique des paysagistes à Barbizon. Je dis classique parce qu'il paraissait alors obligatoire pour les peintres de paysage d'étudier les arbres de la forêt de Fontainebleau, comme pour les peintres d'histoire, de peindre des figures d'après le modèle vu. Et pourtant, c'était bien ce qu'on est convenu d'appeler des romantiques, ces peintres qui cherchaient à se rapprocher de Théodore Rousseau et qui suivaient le grand mouvement naturaliste inauguré par l'illustre paysagiste anglais Constable. Et en effet, tous ces jeunes peintres ont découvert la peinture de Constable et d'autres peintres anglais au salon de 1824. Par exemple, ici, la Charlotte de Foin, qui a été même médaillée à ce salon de 1824. Ils ont découvert, et j'ai extrait de Mélange d'art de Stendhal, qui était donc romancier, comme vous savez, mais qui était aussi critique d'art. Les Anglais nous ont envoyé cette année des paysages magnifiques, ceux de M. Constable. La négligence du pinceau de M. Constable est outrée. D'ailleurs, il n'a aucun idéal, mais un délicieux paysage avec un chien à gauche qui est le miroir de la nature. Donc, Stendhal dit ceci, mais il y a aussi Thiers, l'homme politique qu'on connaît, mais qui a été aussi, dans sa jeunesse, critique d'art. Il écrit ceci dans le Constitutionnel, donc un journal de l'époque. Une révolution se déclare aujourd'hui dans la peinture comme dans tous les arts. Nous n'avons jamais voulu nous contenter de notre sol. Les Anglais et les Hollandais, au contraire, se sont contentés de leur nature, belle ou non. Ils n'ont pas rêvé un monde meilleur. Ils se sont bornés à ce qu'ils voyaient dans leur pays. Ils l'ont exactement copié et ils ont trouvé produit des chefs-d'œuvre de vérité. Et en face de ça, j'ai mis une toute petite citation d'un autre critique qui, lui, était vraiment qui était pour les académiques, pour la peinture académique, de l'Écluse, dans le journal de débat, qui écrit et qui reconnaît l'école, il parle de l'école des beaux-arts, bien sûr, l'école est dans une crise et va subir un changement notable. Donc on est en 1824 et les critiques s'aperçoivent que c'est en train de changer. Parce que, alors pourquoi j'ai mis ceci? Quand on parle de la Hollande, c'est le XVIIe siècle, je vais y venir tout de suite après, ou bien les Anglais, comme Constable, Bonington, etc., en fait, ils peignaient
leur contrée en Hollande, en Angleterre. Les Français, même les paysagistes, peignaient des paysages, mais d'Italie. Parce qu'eux, ils partaient en Italie. Et jusqu'à présent, il y avait très peu de paysages, alors, à part quelques-uns comme Lazare, Vendée, tout ça, mais ils peignaient des paysages italiens. Or, justement, toute la bande de l'école de Barbizon vont peindre des forêts françaises. Hein. Les jeunes peintres de l'école de Barbizon retiendront la leçon de Constable et des peintres paysagistes du XVIIe siècle hollandais comme Rembrandt, comme Hobbema ou Ruysdael. Et en fait, ce qui va leur permettre de faire comme eux, c'est-à-dire de peindre des paysages français avec des touches vigoureuses, visibles. Et ils vont sortir des ateliers, aller sur le motif. Mais pour le grand public, en fait, aller sur le motif, la peinture de paysage, la peinture de plein air, ce sont les impressionnistes. Dès qu'on pense à plein air, hop, on pense à un impressionniste. Mais alors, quid des peintres de l'école de Barbizon, et même quid des peintres paysagistes néoclassiques? Parce que dès le début du XIXe siècle, tous les peintres paysagistes fréquentaient déjà la forêt de Fontainebleau pour faire des esquisses, des études dessinées ou peintes, mais non montrées au public et pour beaucoup perdues. Donc c'était des études, c'était pas du tout des tableaux, mais ça leur servait de... Et pourquoi faisaient-ils ça? C'est parce que, alors je ne sais plus si je l'ai mis tout de suite après, non, j'ai fait encore une petite digression. Le plein air n'a pas commencé avec les impressionnistes, parce que déjà au XVIIe siècle, Karel van Mander, qui dans le livre qu'il a édité, donc publié le livre des peintres, il écrit ceci. On est au XVIIe siècle, hein, on est d'accord? Les jeunes peintres doivent aussi s'exercer dans des décors et doivent pour cela parfois sortir tôt de la ville pour observer la nature et se divertir par quelques dessins. Donc déjà au XVIIe siècle, on incitait les peintres à sortir de l'atelier pour aller peindre en extérieur, mais surtout, cet homme-là, Pierre-Henri Valenciennes, vous voyez, 1750-1819, donc il est du deuxième moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe. C'est un peintre néoclassique, donc il faut se rapporter à la première conférence que j'ai faite sur le néoclassicisme. C'est un académicien, un professeur de perspective à l'école impériale des Beaux-Arts, et il est à l'origine d'un grand prix du paysage historique en 1816. Alors, il y a le Grand Prix de Rome. Je vous ai dit, Grand Prix de Rome, on partait 4 ans à la Villa Médicis à Rome. Et bien lui, il voulait faire que le paysage qui était jusqu'à présent un genre mineur, juste au-dessus de la nature morte, il voulait hisser le paysage à un genre noble comme la peinture d'histoire. Donc il a tout fait pour créer un prix donc, du paysage historique, et vous allez comprendre pourquoi il y a le mot historique avec paysage, en 1816, sauf qu'il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, parce que le Grand Prix de Rome avait lieu annuellement, le Grand Prix du paysage historique aura lieu tous les 4 ans seulement, jusqu'en 1863, et après ça sera fini. Bref, voilà un paysage historique. Vous voyez, c'est bien un paysage, mais il y a une histoire. Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède. Donc, comme faisait Poussin au XVIIe siècle, des grands paysages, mais avec une histoire. C'est ça le paysage historique. Et en fait, on l'a appelé, des critiques l'ont appelé le David du paysage. David, donc, c'est le grand maître du néoclassicisme. Et cet homme-là, donc Pierre-Henri Valenciennes, a écrit un ouvrage qui est très très important. Ça c'est le titre, Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, suivi de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre de paysage. Donc c'est un titre très long, mais c'est un ouvrage qui a été consulté, je pense, par tous les peintres pendant tout le XIXe siècle. Et vous allez voir, j'ai mis juste à la fin là, une petite citation et vous allez comprendre. Mais en tout cas, il est bon. Cet ouvrage donc de 1799. Il est bon de peindre la même vue à différentes heures du jour pour observer les différences que produit la lumière sur les formes. Les changements sont si sensibles et si étonnants que l'on a peine à reconnaître les mêmes objets. Ça ne vous fait pas penser à Monet, avec ses meules de foin, par exemple, hein?
ou la cathédrale de Rouen, enfin bon, on peut en prendre des... voilà. Et donc ça, c'est écrit par cet homme-là en 1799. Et en fait, il recommandait même de limiter les séances de travail, donc en extérieur, sur le motif, à une durée maximale de 2 heures, ce qui permettait de garder une unité de lumière, de couleur et d'atmosphère. Il incitait son lecteur à faire des études d'art, isolées ou en groupe, restituant à fidélité les détails de l'écorce, des mousses, des branchages, des racines et encore plus des feuillages. Valenciennes rappelait toutefois, avec insistance, que ces esquisses ne devaient nullement être considérées comme des peintures à part entière. Conservées en portefeuille, elles étaient destinées à un rôle d'aide-mémoire quand le besoin s'en faisait sentir. Donc, c'était bien des esquisses pour pouvoir travailler des tableaux à l'atelier. En tout cas, je vous disais que ce livre avait été lu dans tous les ateliers. J'en veux pour preuve ceci. Camille Pissarro, qui écrit à son fils Lucien, qui était à Londres. Lucien a fait sa carrière à Londres. Eh bien, il écrit ceci. Et vous voyez, on est en 1883, donc à la fin du 19e siècle. Dans la caisse, tu trouveras un livre qui a été séparé en plusieurs parties pour plus de commodité. C'est Guillaumin, Armand Guillaumin, qu'on ne connaît très peu, sauf si vous êtes passé dans la Creuse, vers Crozant, etc. Là, on le connaît bien, il fait partie, c'est le chef de file de ce qu'on appelle l'école de Crozant. C'est un peintre, moi, que je trouve extraordinaire. Je pense qu'un jour, je ferai une conférence sur lui, parce que je le trouve trop... Bref, ce Guillaumin, c'est lui qui te l'envoie. Il est fait par le fameux Valenciennes, donc Pierre-Henri Valenciennes. C'est ancien, bah oui, 1799, ça fait presque 100 ans. Mais c'est encore le meilleur et le plus pratique. Tâche de te rendre compte des principes qui servent de base. Donc ça prouve bien que, à mon avis, beaucoup de peintres se sont servis de ce livre. Et ainsi, pour préparer le Grand Prix du paysage historique, donc, qui a été institué grâce à Pierre-Henri de Valenciennes, eh bien, les artistes ont pris l'habitude d'aller en forêt de Fontainebleau très tôt, même avant de partir en Italie, parce que pour passer ce fameux concours avec plusieurs épreuves du Grand Prix de paysage historique, il y avait une épreuve qui s'appelait le concours de l'arbre. Et là, quand on rentrait pour passer ce concours, on ne savait pas du tout ce qu'on allait nous demander. Si on allait nous demander de faire un chêne, un orme, enfin bon, n'importe quel arbre, il fallait tout faire de mémoire. Donc c'est pour ça qu'en forêt de Fontainebleau, ils étaient habitués à aller dessiner, faire des esquisses des différentes espèces dans la forêt de Fontainebleau. Et donc tout ça, avant de partir en Italie, ils avaient donc cette habitude d'aller à Fontainebleau. Là j'ai mis quelques peintres donc néoclassiques, donc Valenciennes, le premier, mais aussi Bidot, Bertin, Michalon. Alors Michalon, c'est lui qui a obtenu le premier prix du paysage en 1817, du paysage historique, hein. Et Jean-Baptiste Corot, qui aussi avait l'habitude. Alors Jean-Baptiste Corot, comme je vous dis, dès 1822, lui aussi, avant son départ pour son premier voyage en Italie, vous allez voir, il va en faire 3 en Italie. Corot découvrit la forêt de Fontainebleau. Et donc, les peintres de Barbizon, on appelait aussi les coloristes, voulaient simplement faire le portrait de la nature, peindre en plein air devant le motif, peindre en toute liberté, sans érudition, c'est-à-dire sans connaître la mythologie, les épisodes religieux et tout ça, et peindre la vie telle qu'il la voyait, sans autre sujet que la nature. C'est ça les peintres de Bertin. Donc, à cette époque-là, au milieu du 19e siècle, c'était vraiment une révolution. Donc, c'est l'histoire d'un groupe de peintres qui a contribué de façon significative à l'indépendance de ce genre de paysage, à la popularisation de la peinture du plein air et à l'affirmation de scènes authentiques de la nature et de la vie rurale comme thème de peintre. Là, j'en ai mis les 8 principaux. Aujourd'hui, je ne détaillerai, enfin même pas détailler, je parlerai très vite de Millet, de Rousseau, de Dupré, de
Diaz de la Peña et de Jacques. Je vous ai dit que Corot, de toute façon, il était compris dans cette école, mais en fait, il était le plus ancien et vraiment pas tout à fait de cette école. Daubigny, je vous ai dit, il était plutôt un peintre de l'eau. Et puis Troyon, c'est un animalier qui effectivement fait partie de ce groupe, mais j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Et ainsi, donc, la peinture de paysage pur et non pas paysage historique, détrônera au XIXe siècle la peinture d'histoire, le grand genre. Donc Théodore Rousseau, c'est le maître vraiment de cette école de Barbizon, c'est le premier à s'y installer, c'est le peintre des arbres. En fait, il a une formation très classique, très néoclassique. Il a été élève de Jean-Charles Joseph Raymond, qui lui-même a été élève de Jean-Baptiste Regnault. Alors, quand j'ai présenté la première conférence, je vous ai dit qu'il y avait deux grands ateliers qui avaient beaucoup d'élèves. C'était David et son rival, ami et rival, c'était ce fameux Regnault. Et il a été aussi élève ce Raymond a été élève de Bertin aussi, qui a été un des maîtres aussi de Corot. Bref, il a eu une formation très classique, très néoclassique, Théodore Rousseau, et pourtant, il a été un des premiers à rompre définitivement avec la rigidité du système esthétique néoclassique, c'est-à-dire avec la peinture de paysage historique. Très rapidement, sa carrière, au salon de 1834, il a eu un succès, il a été médaillé de 3e classe, et puis des salons de 1836 jusqu'à 1842, toujours tout ce qu'il présentait ont été refusés par le jury. Donc les historiens d'art l'ont appelé le grand refusé. Du coup, eh bien, il a décidé de ne plus rien présenter. Donc jusqu'à la révolution de 1848, il a refusé de participer au salon. Il ne présentait pas de tableau. Par contre, après la révolution de 1848, au salon de 1849, il a eu une médaille de première classe. Dès l'année suivante, il a même été membre du jury. En 1852, il y a une accélération là. En 1852, il obtient la Légion d'honneur. En 1855, pour l'exposition universelle de 1855, il est même de nouveau membre du jury et il obtient une médaille de première classe. Je vous ai dit que c'était le premier à s'installer définitivement à Barbizon, donc en 1847. Il sera suivi 2 ans après par Charles Jacques et Jean-François Millet. Tous les deux sont venus, parce qu'ils avaient sûrement l'habitude aussi d'y aller peut-être à Barbizon, mais ils sont venus à Barbizon à cause, non pas du Covid, mais à cause du choléra. Le choléra à Paris, ils ont fui Paris et ils sont venus à Barbizon. Et Jacques et Millet se sont installés. Millet tout le temps, Jacques pas tout le temps, mais ils se sont installés à Barbizon. Et en fait, Rousseau, et il sera, donc ça y est, sa carrière est lancée, et il sera soutenu non pas par l'Académie, mais par un système marchand et par des collectionneurs. En fait, j'ai mis ceci parce que vous savez, enfin vous ne savez peut-être pas, mais le Télérama, tous les ans, en fin d'année, ils font un dossier, et cette année, ils ont fait un dossier sur l'arbre. Et ils ont fait un article, Théodore Rousseau, peintre et zadiste avant l'heure. En ces années de révolution industrielle, où l'on abat les chênes à tout va, remplacés par des pins de meilleur rendement, Rousseau va mener bataille pour la sauvegarde de cette forêt ancestrale. Il plaidera auprès de Napoléon III, et en 1861, un décret classe 1000 hectares de la forêt en zone protégée qu'on va appeler les séries artistiques. Première mesure au monde de sauvegarde du patrimoine naturel, 20 ans avant la création du parc de Yellowstone aux États-Unis. Et si le sujet vous intéresse, je vous engage à lire ce livre-là. C'est tout à fait absolument remarquable. Il n'est pas vieux, 2022. Des arbres à défendre avec deux principaux, c'est George Sand et Théodore Rousseau, qui ont lutté pour cette forêt de Fontainebleau. Ça explique tout ce qui s'est passé au XIXe siècle.
donc si vous connaissez vraiment, il y a l'atelier qui existe toujours, l'atelier de Rousseau, qui est ici, alors là je peux le faire, là, c'est là, sa maison et son atelier. C'est une annexe, maintenant, c'est une annexe du musée départemental des pins de Barbizon, c'est-à-dire de l'Auberge Gagne. Il y a tous les ans des expositions, dans cette partie-là surtout. Et puis ici, il y avait à l'époque, c'était une grange. Et là, il recevait tous les dimanches, comme c'était lui le plus ancien, il recevait tous ses amis peintres. On a dit que très souvent, il y avait plus de peintres à Barbizon que d'habitants de Barbizon. Donc il recevait dans la... Et depuis, c'est la chapelle, c'est une chapelle de Barbizon. Voilà. Et puis, alors, dans une semaine exactement, mardi prochain, il va y avoir au musée du Petit Palais à Paris une exposition qui s'appelle La Voix de la forêt, et donc une exposition sur Théodore Rousseau. Je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas encore vue. Voilà. Donc jusqu'au mois de juillet, il va y avoir cette exposition, et d'après ce que j'ai lu, il risquerait d'y avoir aussi des expositions, sûrement même dans son maison atelier sur Barbizon. Voilà quelques tableaux de Rousseau, donc le peintre de l'arbre. Narcisse Diaz de la Peña, donc il est originaire d'Espagne. Il a une jambe de bois parce qu'il a été mordu par une vipère à 10 ans. Mais c'est lui aussi un chef de file de cette école de Barbizon, avec Théodore Rousseau, de cette école de la nature. Son œuvre, où la forêt est omniprésente, use de l'imprécision volontaire de la forme dans son détail, en juxtaposant les couleurs, en séparant la touche. Et donc on peut vraiment le classer dans le pré-impressionnisme. Et il est un soutien de Renoir. Renoir était en train de peindre dans Forêt de Fontainebleau, et il a été dérangé, pour ne pas dire autre chose, par des jeunes. Et il est sorti du fourré, Diaz, et il a chassé les jeunes, et ils se sont après bien connus. Et Diaz a compris que Renoir avait quelques difficultés financières, et donc il y a ouvert un compte chez son marchand de couleurs à Paris, pour que Renoir puisse aller chercher des couleurs. Donc c'est vraiment un soutien de Renoir. Mais c'est pas pour ça, c'est vraiment pour sa peinture. Alors c'est vrai que ça donne rien sur un écran comme ça, il faut voir les peintures en vrai, hein. Elles sont bien empâtées et tout, c'est vraiment de trucs. Et j'ai profité de mettre aussi quelques personnages, il n'y en a pas beaucoup dans sa peinture, mais bon, comme ici en haut à droite avec Idylle, quelques femmes nues. Jules Dupré, alors il partage pendant de longues années cette expérience des peintres de la forêt de Fontainebleau. Il est en particulier le meilleur ami de Théodore Rousseau, avant qu'une brouille ne les sépare. La brouille, c'est tout simple, hein. La brouille, c'était Dupré a obtenu la croix de la Légion d'honneur, et Rousseau, il ne voulait surtout pas en entendre parler, il m'a dit c'est bon, t'es plus mon ami. Voilà. Ces deux hommes ont en commun une certaine fascination pour l'arbre, cette forme de vie puissante qui jaillit de la terre. Tous deux ont l'ambition d'en rendre compte jusque dans ses moindres détails, d'en dresser l'anatomie. L'arbre, pour ces peintres, constitue un motif à part entière, un motif exprimé par d'infinis jeux de matière, de couleurs, d'ombre et de lumière. C'est à lui tout seul un paysage. Et Van Gogh, donc dans ses nombreuses lettres qu'il a fait à Théo, son frère, j'ai toujours été enthousiaste de Jules Dupré, car c'est un authentique coloriste, toujours intéressant, avec quelque chose si puissant, si dramatique. Oui, c'est bien un frère de Delacroix, donc d'un coloriste. Et voilà le peintre aussi de l'arbre. Et là aussi, j'ai mis quelque chose d'un peu différent, parce qu'il a peint aussi des couchers de soleil sur mer, donc il n'a pas peint que des arbres. Donc ça, c'est Jules Dupré. Charles Jacques. Alors Charles Jacques, donc il est arrivé en même temps que Millet, il a fui le choléra de Paris, donc en 1849. Je l'ai écrit là, voilà, 1849. C'est un peintre animalier. Alors lui, c'est comme Chéniaud, c'est les brebis. Il y avait beaucoup, hein, il y avait des vaches. D'ailleurs, en sortant
en sortant de Barbizon, du village de Barbizon, en allant vers la forêt Fontainebleau, l'allée s'appelle l'allée aux vaches, parce que les vaches allaient toute la journée en forêt. Et donc, souvent, pendant les jours de pluie, les peintres, du moins ceux qui ne restent pas à l'auberge Gann, ou dans leur atelier pour les artistes sédentaires, se rendent dans les fermes de Barbizon, où ils trouvent des sujets pittoresques bien différents de ceux que leur procurent les paysages de la forêt ou de la plaine. Et Charles Jacques, lui, se fait une véritable spécialité des scènes de bergerie, dont il rend remarquablement l'atmosphère sombre et renfermée, par une peinture presque monochrome, où le rayon de la lumière, de lumière centrale accentue par contraste la pénombre environnante. Et donc j'ai mis une bergerie, mais j'ai mis aussi ce grand tableau, très grand tableau, 1,76 m sur 2,80 m, très grand tableau, troupeau de moutons dans un paysage. Alors là, on est du côté de la plaine, on n'est pas du côté de la forêt. Hein. D'ailleurs, c'est la plaine de Chailly. Hein. Et donc, au bout, on pourrait voir, comme dans le tableau de Millet, l'Angélus, on pourrait voir le clocher de Chailly-en-Bière. Bien, en tout cas, dans cette lumière claire de la grande plaine, s'étendant entre Barbizon et Chailly, où Jean-François Millet trouve également son inspiration, le peintre produit une œuvre d'un solide réalisme. Et une des critiques, comme la lumière circule sous ces arbres. Ces moutons sont de vrais moutons. Vous les avez rencontrés dans la plaine, tristes et sales, avec l'air tranquille et hébété de cette pauvre espèce. Certains artistes, tels que Jacques, n'hésitent plus à consacrer à de paisibles scènes de la campagne des toiles d'un format traditionnellement réservé à la peinture d'histoire, comme a fait Courbet, comme a fait Rosa Bonheur, etc. Mesurant près de 2 mètres sur 3, celle-ci témoigne ainsi d'une volonté de bouleverser la traditionnelle hiérarchie des genres. Vous savez, grand tableau d'histoire, grand format, et nature morte, tout en bas de la hiérarchie, petit tableau. Et voilà, je vous ai mis quelques tableaux et des eaux-fortes, parce que ça a été un très 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 grand graveur. Jean-François Millet, peintre paysan, peintre de la terre, peintre de la vie, inscrit dans la vague réaliste qui déferle sur l'art au XIXe siècle, l'œuvre de Millet eut une profonde influence sur l'art des impressionnistes et de Van Gogh, et il aurait dit « Il faut faire servir le vulgaire à l'expression du sublime ». Donc Jean-François Millet a vraiment joué un rôle considérable dans l'histoire de la peinture en renouvelant l'iconographie du monde paysan et en s'associant à l'école de Barbizon. Et là, j'ai mis quelques œuvres, donc un semeur, le printemps, l'homme à la houe, un vanneur, l'Angélus. Ce vanneur peint en 1848 constitue vraiment pour lui un acte fondateur. Millet devient le peintre de la vie rustique, des traditions agraires, qu'il connaissait très bien parce que c'était un fils de paysan, sous l'influence du réalisme. L'Angélus, sa plus célèbre toile, elle date de 1859, donc c'est un peu plus vieux. En tout cas, l'homme à la houe a été une œuvre très 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 critiquée. Alors je me suis permis de mettre une critique, un peu longue, mais quand même. Ce n'est pas impunément qu'on adore le lait et qu'on s'adonne aux trigalités. Tôt ou tard, l'aberration du système entraîne la dégradation du métier. Monsieur Millet s'enfonce de plus en plus dans la voie où Monsieur Courbet s'est perdu. L'art, pour lui, se borne à copier servilement d'ignobles modèles. Monsieur Millet allume sa lanterne et cherche un crétin. Il a dû chercher longtemps avant de trouver son paysan se reposant sur sa houe. Imaginez un monstre sans crâne, à l'œil éteint, au rictus idiot, planté de travers comme un épouvantail au milieu d'un champ. Aucune lueur d'intelligence n'humanise cette brute au repos. Vient-il de travailler ou d'assassiner? Pioche-t-il la terre ou creuse-t-il une tombe? Vous voyez que les propos étaient vraiment très très durs à cette époque pour ces peintres réalistes. Et voilà, donc ça c'est sa maison atelier, donc toujours dans la grande rue de Barbizon. Donc maison atelier que l'on peut bien sûr visiter. C'est là qu'il a vécu et où il est mort.
Je reviens tout de suite un petit peu sur Manette Salomon, où j'avais pris une citation tout à l'heure, parce qu'en fait, ils ont affirmé, les frères Goncourt ont affirmé à cette exposition universelle de 1955 que le paysage est la victoire de l'art moderne. Il est l'honneur de la peinture du XIXe siècle. En effet, à la suite des peintres de l'école de Barbizon, le paysage s'impose comme un thème majeur de la création picturale. Et pour conclure, donc, les peintres de l'école de Barbizon ont renouvelé l'art du paysage avant les impressionnistes et ont changé l'histoire de la peinture occidentale. Et j'ai mis ceci parce que cette dame-là a présenté le 2 décembre 2023, donc il n'y a pas très longtemps, en mairie de Barbizon, son ouvrage qui s'appelle Une histoire à vivre, Barbizon, pardon, Une histoire à vivre, et elle a prévu même d'en faire une conférence aux archives départementales de Seine-et-Marne le 4 juin 2024. Ça raconte toute l'histoire de Barbizon. Et donc je vais finir par la troisième partie de la conférence, c'est-à-dire, très rapidement, Camille Corot. Alors, c'est un peintre, c'est un graveur, on connaît beaucoup moins, mais c'est un graveur. Il est néoclassique par formation, il est romantique pour le lyrisme de ses paysages, il est réaliste, peignant la nature en plein air. Bref, c'est un précurseur de l'impressionnisme, et tout ça, c'est tout Corot, à la fois néoclassique, romantique, réaliste. Il est incontournable dans l'histoire de la peinture du XIXe siècle. On ne peut pas faire l'impasse sur Corot. Et alors, je me suis permis de mettre quelque chose qu'on peut appeler un oxymore, je crois, un classique moderne. Alors, très rapidement, il est issu d'une famille de commerçants aisés de Paris. Il est autorisé à embrasser la carrière de peintre à 26 ans seulement. Ses parents lui versent une pension annuelle de 1 500 à 2 000 francs. Il vit chez ses parents jusqu'à 55 ans. Il est élève d'Achille Edna Michalon, donc le premier prix de Rome, du paysage historique. Mais ils ont le même âge, sauf que Michalon a commencé très tôt et que Corot a commencé la peinture très tard. Et donc, il a été élève de ce Michalon avant de devenir, puisque Michalon est mort très jeune, il a été aussi élève de Bertin, qui a été aussi donc un peintre classique. Donc, tous deux, d'ailleurs, Michalon et Bertin ont été élèves de Pierre-Henri de Valenciennes, donc l'inventeur du paysage historique. Donc, il a une formation très classique. En fait, c'est quoi? C'est l'étude des tableaux anciens. Pour ça, il pouvait aller au Louvre, par exemple. L'étude de gravure. Il avait des marchands de gravure, comme Goupil, par exemple. Et puis, lui, il a rajouté quand même si, comme je vous ai dit, ceux qui voulaient présenter ce Grand Prix de Rome historique allaient quand même en extérieur pour notamment ce concours de l'art, Corot allait en une étude en plein air pour se constituer un répertoire visuel et préparer le travail de création effectué de mémoire en atelier. Et donc, il expose pour la première fois au Salon de 1827 à 31 ans. Je l'avais dit, je me souviens, quand je vous ai présenté le Salon de 1827, je vous ai dit, un nouveau arrive au Salon, il s'appelle Corot. Et Corot avait 31 ans. Au début de sa formation, donc, il fait de nombreuses études de Paris, puisqu'il est de Paris. Il va aussi en Normandie, à Ville-d'Avray, et dans la forêt de Fontainebleau. Et il a peint notamment ce vieux pont de Saint-Michel. Et ça ne marche plus. Si. Même si on ne voit pas bien, je l'ai entouré. C'est le livret de ce salon où il a présenté ce tableau. J'ai souligné 2 fois œuvre, parce qu'une fois à une conférence, on m'avait posé la question, l'œuvre de Corot, c'est un nom masculin. Quand on parle de l'œuvre d'un artiste, l'œuvre complète, on ne dit pas l'œuvre complète, on dit l'œuvre complète d'un artiste, c'est masculin. Par contre,
Quand on parle des œuvres comme cette œuvre-là, le vieux pont Saint-Michel, c'est un nom féminin. On m'avait posé la question, alors j'ai dit j'en profite pour vous le dire. Ville d'Avray, eh bien oui, il a donc ses parents, en 1817, ont acheté un domaine sur cette commune, et donc il a vécu longtemps chez ses parents, 53 ans, donc il allait souvent et il a peint énormément de tableaux, comme celui de droite par exemple, où on voit très bien l'entrée du bois à Ville d'Avray, et on remarque déjà, on trouve la marque de Corot, c'est un paysage avec des petites figures. Ça sent vraiment sa marque. Et j'aurais pu rajouter autre chose, et je pense qu'on le voit là. Il y a toujours, très souvent, je n'ai pas dit toujours, très souvent, il y a un petit point rouge dans un tableau de Corot. Surtout quand il fait des petites figures dans un paysage. Il y a toujours un point rouge pour que notre œil soit dirigé vers cette couleur. Donc, je vous ai dit, premier voyage en Italie, de 1825 à 1826. C'est un voyage de formation, entièrement payé par papa, entre donc 29 ans et 32 ans. C'est vraiment un rite de voyage en Italie, indispensable à tous jeunes artistes, surtout à un artiste qui a une formation néoclassique. Le voyage en Italie était une étape ordinaire, il fallait aller en Italie. Alors voilà le pont et le château Saint-Ange. Et il a peint ceci, par exemple, le Colisée. Comme tous les peintres qui sont passés en Italie ont peint le Colisée. Sauf que, vous voyez qu'il n'a pas tout à fait, j'aurais pu mettre des peintures justement de Colisée d'autres peintres néoclassiques. On voit déjà que c'est pas tout à fait... c'est donc un sujet conventionnel, le Colisée, c'était une étape obligatoire, mais le Colisée, là, sur cette esquisse-là, n'est pas mis du tout en valeur, puisqu'il est caché derrière les arcades, là, il n'est pas mis du tout. Donc ce simple motif pictural dont il étudie la forme et le volume en rapport aux autres éléments. Alors pourquoi j'ai mis ce tableau? C'est parce qu'il a quand même une histoire. Donc c'est une étude, on est bien d'accord, c'est pas un tableau, ce n'est qu'une étude. Une étude donc, de ce premier voyage en Italie. Et pourtant, Corot a jugé, après l'avoir complétée un petit peu quand même, que cette étude était digne d'être présentée au salon de 1849. Donc on est après la révolution de 1848 qui a vraiment bouleversé un petit peu les choses. Hein. Donc Corot, par ce geste-là, de mettre une étude et non pas un tableau fini au salon, par ce geste-là, c'est un Corot novateur dans son choix d'exposer des études achevées. Vous le savez, l'impression soleil levant, c'est une étude qui a été présentée, et puis empilée, etc. Hein. Bon, mais c'est une étude. Mais lui, déjà en 1849, il avait osé présenter au salon une étude, donc un tableau non fini. Sinon, il a fait, voilà, dans les jardins Farnèse, il a fait des tableaux où il a présenté le Forum, il a présenté le Colisée, il a présenté une vue de Rome, mais j'ai précisé, il a présenté en mettant l'heure en fait, de la journée dans ces tableaux. Il s'est servi ce que feront bien plus tard les impressionnistes. De même ici, là, c'est là, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il était nouveau au salon de 1827, il avait présenté de ces deux tableaux, Vue prise à Narni, et puis Campagne de Rome, dite autrefois La Cerbera. Eh bien, là aussi, il a présenté comme un diptyque, hein, deux tableaux l'un à côté de l'autre, représentant d'un côté le matin temps calme et l'autre le soir temps orageux. Donc il avait cette idée d'être au plus près des différentes heures du jour, comme feront les impressionnistes bien plus tard. Donc il est novateur aussi dans ce sens-là. Mais c'est cette étude-là, donc l'étude et pas le tableau fini, de cette étude-là, vous voyez qu'il y a un travail quand même fort à faire pour faire le tableau fini qu'il présente au salon de 1827.
cette étude-là, par contre, sera vraiment bien, qui paraît beaucoup plus audacieuse quand on la voit comme ça. Cette étude les études de Corot seront vraiment admirées par les peintres novateurs du XIXe siècle, donc par toute la génération qu'on appellera impressionniste. Donc, sa carrière est lancée, de retour de voyage d'Italie, et après ce salon de 1827, sa carrière est lancée, et il va faire beaucoup de paysages historiques, comme il a appris à faire donc, avec ses maîtres. Mais il continuera toujours à faire ses gammes dans les campagnes françaises. Ça sera un très très grand voyageur. Alors je me suis permis de faire mais on ne voit pas bien là, de faire un tour de France des régions qu'il a pu visiter. Je ne sais pas si j'en ai pas oublié, en tout cas il est passé partout. Il est allé donc 3 fois en Italie, la deuxième fois en 1834 et la troisième fois en 1843. Il est allé plusieurs fois par la Suisse parce qu'il avait des connaissances en Suisse. Et puis il est allé en Hollande, en Belgique en 1854-55 et à Londres en 1862 pour l'exposition universelle, la deuxième exposition universelle de Londres en 1862. Donc il a énormément, c'était un très très bon voyageur, très très grand. Mais, comme j'ai dit, chaque année, il allait dans la forêt de Fontainebleau faire des esquisses de rochers, d'arbres, comme je vous ai mis là. Et ce chêne, le rageur, que vous voyez ici, le rageur, ainsi nommé par sa fière résistance aux orages, tout autour de lui, tous les autres arbres ont pris la foudre, sauf lui. Sa silhouette tourmentée et pittoresque a inspiré Corot pour plusieurs tableaux historiques. Par exemple celui-ci, on le revoit, le tableau, c'est un paysage historique, hein, c'est la fuite en Égypte, hein, donc on est dans le domaine religieux là. Donc vous voyez bien, c'est un grand paysage avec ce rageur, donc arbre de la forêt de Fontainebleau, et donc les petits personnages de... Il est allé donc en Normandie. Donc en Normandie, il a côté mer et côté campagne, entre mer et ciel. Il s'intéresse davantage à la création d'univers poétiques. En fait, décrire une atmosphère devient le véritable sujet du tableau, qui fera pour partie sa grande renommée. Ce sera le thème des souvenirs. Alors même si celui que je vous ai mis là n'était pas un souvenir, c'est Matinée danse de nymphe, donc là aussi, petit personnage dans un grand paysage, mais ce premier tableau, il est réellement peint dans l'esprit des souvenirs qu'il présentera au salon de 1850-51. Et alors là, il dit ceci: tout en cherchant l'imitation consciencieuse, je ne perds pas un instant l'émotion qui m'a saisi. Et je vous ai mis donc des tableaux comme Souvenir de Marcoussis, c'est bien Marcoussis plus proche d'ici, hein, dans le Limousin, à Guiltavray, donc où il y avait le domaine de ses parents, et même d'Italie. Tout ça, ce sont des souvenirs, mais je vais mettre celui-là, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. C'est celui-là, la tour de Montlhéry. Alors, c'est pas écrit souvenir, mais c'est un tableau du Louvre, qui est exposé ou pas, parce que tous les tableaux du Louvre sont exposés. Mais enfin, bon, c'est un tableau, bon, il n'est pas exceptionnel, mais comme il est tout proche d'ici, il fallait que je le mette, quoi. Donc Corot a beaucoup voyagé. Voilà. Il est même venu à Montlhéry, peut-être à Saint-Michel-sur-Orge. En tout cas, l'un des plus beaux tableaux, un chef-d'œuvre de souvenir, c'est celui-ci, Souvenir de Mortefontaine, un des chefs-d'œuvre donc qui a été acheté par Napoléon III en 1864, scène idéalisée à partir du monde réel, Mortefontaine, petit village de l'Oise. Voilà. Et là aussi, hein, vous pouvez voir, maintenant on ne voit pas bien parce qu'il y a des petits points rouges. Hein. Donc au salon de 1855, c'est le salon de la première exposition universelle de Paris. C'est une étape décisive. Au réalisme et à la poésie s'ajoutent des effets lumineux raffinés, annonçant les brumes argentées qui deviendront autant que sa signature la marque de Corot. Et en fait, voilà, j'en ai mis d'autres ici. Alors là aussi, on ne voit pas bien, mais il y a des petits points rouges.
Bon, j'arrête de dire ça. Œuvre féerique qu'aucun peintre avant Corot n'a fait et qu'aucun peintre après lui ne se risquera à imiter. Voilà. En fait, je veux qu'en regardant ma toile, qui cependant ne bouge pas, le spectateur ressente l'impression du mouvement des choses. Et en fait, j'ai pris une citation de Théophile Gautier, hein, le poète romancier, mais qui a été aussi critique d'art. Une émotion secrète fait trembler son pinceau et donne au flou adorable un flou. Ah ouais, je me suis trompé. Un flou adorable à sa touche. On admire le flou pour lequel le vieux peintre avait tant de prédilection. Il a fait donc beaucoup de compositions historiques, comme sa formation. Donc ça, c'est que des tableaux avec une histoire mythologique, une histoire religieuse. Mais, en fait, ça, on connaît très peu. Bon, il y a eu une exposition il y a quelques années à Paris, mais on connaît très peu Corot peintre de figure. Corot, tout de suite, c'est paysages. Aujourd'hui, universellement célèbre pour ses paysages, Camille Corot fut aussi un immense peintre de figure. Degas l'estimait d'ailleurs tout particulièrement en ce domaine, soulignant sa modernité. Et en fait, les 4 tableaux que j'ai mis ici, ce sont les 4 tableaux qu'il a présentés au public de son vivant. Il a fait énormément de peintures de figures, mais il n'en a présenté que 4 officiellement. Ce sont ces 4-là. Et quand on regarde ce genre de tableaux, ce sont vraiment des tableaux très classiques sur fond uni, comme quand je vous ai présenté Ingres, sur fond uni comme ça, c'est exactement. Sauf il y a Louise Claire Sénégon qui, elle, sur fond de paysage, mais sinon, ce sont vraiment des paysages très classiques, en fait. Hein. Des figures très classiques. Par contre, vous voyez là, ces figures de fantaisie, qu'il n'a jamais exposées, qu'on a retrouvées qu'après sa mort, regardez, il y en a, alors j'aurais pu en mettre des quantités, alors je vous laisse regarder. Il y en a d'autres, là, j'ai regardé ces figures, mais autour d'un thème, c'est de la lecture. Et puis il y en a 2 qui sont vraiment 2 grands chefs-d'œuvre de Corot. C'est ces 2-là. La fille à la perle et la dame en bleu. Alors la fille à la perle, bien sûr, c'est un clin d'œil à la Joconde de Léonard de Vinci et à la jeune fille à la perle de Vermeer. Et puis la dame en bleu, eh bien, c'est un de ses derniers chefs-d'œuvre, une robe très contemporaine, hein, vraiment une robe à la mode parisienne, d'un bleu profond. Il a peint ça à 78 ans et il a profité aussi pour présenter son atelier. Il nous parle ainsi de son métier et de son environnement quotidien. Donc 2 chefs-d'œuvre du Louvre. Il a peint aussi des nus, on le connaît très peu. Il ne sent jamais les présenter d'ailleurs en public. Et là, en fait, c'est un paradoxe, Corot. Il est à la fois novateur dans ses choix d'exposer des études, un peu retravaillées en atelier, comme je vous l'ai expliqué, et puis à la fois classique en faisant des paysages historiques qu'il expose de salon à salon. Il a toujours participé au salon, à tous les salons. Ainsi, ce peintre qui est resté attaché tout au long de sa vie à sa formation néoclassique a participé à la révolution de l'art du paysage au XIXe siècle. Sa capacité à donner le sentiment vrai de la nature a fait de lui le chef de file des artistes de l'école de Barbizon. Il a eu une influence certaine sur des peintres comme Rousseau ou Diaz de la Peña, qui eux ont banni contrairement à lui, ont banni toute référence historique ou mythologique, préférant des scènes rurales ou se concentrant sur la nature pour elle-même. Il a été nommé quand même chevalier de la Légion d'honneur en 1846, il a été officier donc en 1868, mais jamais il ne reçut la médaille de première classe au salon parisien, alors qu'il a participé à tous les salons. En fait, Corot est l'auteur de 3000 tableaux, dont 10 000 ont été vendus en Amérique. Oui, c'est ça le problème. Alors là, il y a un problème. Et je ne me suis pas trompé. Non, en fait, il avait le cœur sur la main.
Donc, dans son atelier, quand on venait voir, un jeune peintre venait le voir, soit il signait de son nom le tableau du jeune pour qu'il puisse espérer le vendre, soit il rajoutait un petit truc sur son tableau, et puis voilà. Et il a été, alors il y a ça, et puis il a été aussi énormément copié. Donc c'est pour ça, la boutade, de 3 000, 10 000 vendus en Amérique. Pour terminer, Claude Monet a dit ceci: il y a un seul maître, Corot. Nous ne sommes rien en comparaison à rien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Alors donc, la prochaine fois, l'année 1863, c'est une année incontournable dans l'histoire de l'art du 19e siècle. C'est l'année du Salon des Refusés. Et j'en profiterai en deuxième partie pour vous parler de l'exposition à la Galerie Martinet, mais surtout de tout ce qui s'est passé dans le 19e siècle pour contrer la domination du salon. Donc, bon, j'expliquerai un petit peu tout ça. Et puis je terminerai par Édouard Manet. Donc le 19 mars. Et puis alors, avant que vous partiez, au mois de juin, je vais faire une sortie avec le Jardin d'Arcadie, où je présente aussi ces conférences. Jardin d'Arcadie sur Saint-Michel-sur-Orge. Et donc s'il y en avait quelques-uns parmi vous qui voulaient se rattacher, ça sera en voiture en cours d'entourage, il suffit de me laisser vos coordonnées pour que je vous invite à venir avec nous, si vous voulez. Donc j'ai prévu au mois de juin de faire une conférence au Jardin d'Arcadie plus développée sur l'école de Barbizon, sur la sortie que je prévois, et de faire cette sortie dans le mois de juin, mais pour l'instant il n'y a pas de date de défilé. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas... Sortie à Barbizon ? Comment ? Une sortie à la journée à Barbizon. Ouais. Il y a des questions. Vous avez des questions? C'est clair. Non. C'est au moins un nom. Il suffit qu'un commence, après ça va. Oui, non, mais en fait, ça revient sur notre expo, donc c'est bien. En fait, dans l'histoire un peu du 19e siècle, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ça. J'ai fait l'impasse, j'en ai fait des impasses. L'orientalisme, par exemple, j'ai rien fait sur l'orientalisme, comme je ne ferai rien sur toute la fin du 19e siècle avec le symbolisme. Puisque j'ai prévu que 9 conférences, donc, mais celle-ci, l'école de Barbizon, c'est comme tout à l'heure je disais, c'est après le mois de mars, ça sera le mois d'avril, et le mois d'avril, ça sera le japonisme. Et le japonisme, c'est obligatoire de parler du japonisme quand on parle de la peinture de la fin, de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a même des historiens d'art qui disent que sans le japonisme, il n'y aurait peut-être pas eu d'impressionnisme. Donc, c'est important. Et donc, j'essaierai de vous montrer l'importance de ce japonisme. Juste une petite question, Michel. Vas-y. Sur les peintres de l'école de Barbizon, bon, Corot, tu l'as dit abondamment, sur l'ensemble des peintres de Barbizon, ils finissaient tous leurs tableaux en atelier. Alors, il y avait tout. Millet, il n'a jamais peint en extérieur. Ah, d'accord. Rousseau, plutôt en extérieur, mais il finissait quand même, même les impressionnistes, il y en a beaucoup qui finissaient aussi dans l'atelier. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. D'accord. Entre Barbizon et Croisant, il y a des liens qui se sont... J'ai pas... Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas, mais comme Pont-Aven, après aussi. Oui. Non, je pense pas. J'ai pas lu. C'est pareil, je suis allé au musée, enfin pas au musée, à la maison, à l'atelier de Millet. Je suis allé voir la responsable parce que je savais qu'elle était là ce jour-là et que je voulais lui poser une question bien précise. Parce que Rosa Bonheur, elle a habité pas loin de Barbizon.
Et donc, et à cette époque-là, elle y était, hein. À l'époque de cette époque-là. Je me disais, elle est aussi dans la catégorie des réalistes, quelque part. Très classique, mais réaliste. Donc je me disais peut-être qu'il y a eu des rapports avec des peintres comme Rousseau, Lillet, qui, eh bien apparemment non. Elle m'a dit non, j'ai aucune connaissance qu'elle ait rencontré, ne serait-ce que dans un salon, n'importe, ces peintres-là. Voilà. Moi j'avais rien trouvé dans tout ce que j'ai pu lire, j'avais rien trouvé, mais bon je me disais peut-être que... Et l'auberge, là où on peut avoir le... C'est quoi déjà? L'auberge Galle. Non, mais pas celle-là, celle qui est dans une ville à côté. On peut encore voir dans un café. Ah oui, ah oui. L'auberge du Cheval Blanc. Du Cheval Blanc, ouais, c'est à Chailly-en-Bière, ça. Chailly-en-Bière. Chailly-en-Bière, ouais. C'est pas très loin. Ah ben non, Chailly-en-Bière, c'est... À 12 km. C'est la commune. Il l'a dit tout à Combien l'heure. c'est 12 km, il avait dit. C'est de Melun, de Chailly-en-Bière, là, c'est à 3-4 km. Il faut aller voir quoi. Hein? C'est les peintres qui ont peint sur les murs, comme ils ont fait à l'auberge Galle. Ah ouais. Et d'ailleurs, on dit qu'ils ont peint sur les murs pour payer la note aussi. Ouais, C'est vrai ou pas mais ils ont surtout fait ça pendant les jours de pluie et tout ça. Non, mais c'est ça, en fait. Et en fait, on ne les voyait pas parce que ça avait été recouvert par du papier peint. C'est quand ils ont fait ce musée et tout ça, qu'ils ont enlevé les papiers peints, qu'ils se sont aperçus, et maintenant on les voit. Alors, il y a beaucoup de détruits, bien sûr, mais on les voit à l'auberge Galle, on voit les dessins, les peintures de l'époque. Ah, voilà. Donc, Michel. oui. Ah oui, pardon. Une question, oui. Voilà. Comment devenait-on peintre à cette époque? Il n'y avait pas d'école de beaux-arts, Si. si, Ah, si. mais il n'avait pas le même recrutement quantitatif que maintenant. C'était vraiment une suite de parcours individuels. Vous voyez, par exemple, là, celui dont vous citiez qui était uniquement financé par ses parents. Est-ce qu'il y avait une constante dans l'itinéraire, ou est-ce que c'était complètement un fourmillement d'itinéraires individuels? Alors, ce sont des itinéraires individuels avec des artistes qui veulent aller à l'école des beaux-arts et d'autres qui, de toute façon, n'ont pas du tout envie d'aller à l'école des beaux-arts. Donc, eux, après, alors c'est une autre question, c'est comment vivre parce que le salon, quand on était dans le système et qu'on était avec un maître, un professeur académique, on était dans le système, on avait plus de chances de pouvoir avoir des commandes, etc., que quand on était hors système, mais tous ceux qui avaient les moyens de le faire pouvaient rester hors système. Et il y en a eu plein comme ça de peintres qui sont restés hors système. Courbet, il a eu des mécènes, par exemple Bruyas, pour l'aider, et puis après, chez les impressionnistes, il y a ceux qui ont trouvé un marchand tout de suite, et ceux qui ne voulaient pas de marchand, enfin bon, il y a eu plein, c'est très individualisé en fait. Mais l'école des beaux-arts existait. Et Renoir a fait l'école des beaux-arts, par exemple. Bon, après, il s'en est détaché, mais quoique après, il est revenu à un peu plus classique. Puisque Renoir, il a eu sa période impressionniste, et puis après, il a eu, ça porte un nom d'ailleurs, j'ai oublié, c'est classique peut-être. Après les années 70, quand il a fait son voyage en Italie, il est revenu et il a changé, il a fait beaucoup plus de classicisme dans sa peinture. Donc en fait, oui, les peintres, il y avait la possibilité de rentrer à l'école des beaux-arts, de préparer d'ailleurs l'école des beaux-arts dans un atelier d'un académicien qui ouvrait des ateliers privés. Mais après, c'est vraiment individuel. Après, il y a les choix de chacun. Et puis, bon, pour vivre, après, bah oui, il y avait papa et maman qui pouvaient payer une pension comme là, Corot. Frédéric Basile, il n'avait pas besoin vraiment de présenter des tableaux. Il pouvait vivre aisément avec la pension que versaient ses parents. Et puis, il y en a eu plein d'autres comme ça. De toute façon, Berthe Morisot, elle avait des parents qui pouvaient l'aider aussi. Enfin,
Berthe Morisot, pareil, Berthe Morisot, peut-être que dans l'année 2024, il va y avoir à Bougival, elle avait acheté avec son mari Manet, Eugène, et elle avait acheté une maison à Bougival, qui était une maison de vacances. Elle y est allée au moins 4-5 ans. Elle a fait énormément de tableaux là-bas. Et là, ils sont en train de restaurer, de rénover cette maison. Et donc, l'ouverture est prévue pour 2024, j'espère. Et donc, là aussi, ça sera une visite à faire, que ça sera ouvert. Et il y a une belle exposition en ce moment au musée Marmotton-Monet sur Berthe Morisot. Qui finit le 3 mars, qui est bientôt fini. Qui est fini, 3 mars, ouais. qui finit cette 3 semaine. mars, elle finit cette semaine, ouais. Ben ouais, tu l'as vu, toi. Ouais, en lien avec le XVIIIe siècle.